Bienvenue dans Manager l'Odyssée, le tout nouveau programme de Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager, ça ne s'improvise pas. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Babkin, le cofondateur de Diversity Days, une association qui entend faire du numérique un levier d'inclusion. Je précise qu'Anthony est premier du top 35 des jeunes leaders positifs dressés par les Échos et Positives en 2022. Comment Anthony est-il parvenu à faire de la révélation de talents invisibles du numérique la mission centrale de son parcours, en passant d'une ambition personnelle à un projet collectif? Nous reviendrons aussi sur ses embûches managériales à travers des anecdotes d'échecs ou de dilemmes qui ont pu mettre sa gestion à l'épreuve. Et enfin, nous évoquerons la manière dont l'inclusion et la diversité se traduisent en pratique chez Diversity Day, au-delà des simples discours. Bonjour Anthony. Bonjour Alix. Bienvenue, je suis ravie d'inaugurer cette nouvelle émission avec vous. Pour commencer, Diversity Days, c'est une initiative pionnière dans l'inclusion numérique, mais derrière ce succès, il y a une histoire personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à cofonder cette initiative? Quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait penser « il faut que je le fasse » ? En fait, je dis souvent que quand on se lance dans des projets d'inclusion ou de diversité, c'est parce qu'on a été heurté. Ça a été mon cas. Je dis souvent que l'école, pour moi, c'était une broyeuse. Pendant 10 ans, je pense que le système m'a un peu malmené. J'en prends conscience presque tout juste, parce que quand on a envie d'aider les autres, on se re-questionne sur le pourquoi. Nombreuses fois, on m'a dit « mais pourquoi tu le fais ?» Et l'école, je n'ai pas de rancœur particulier, mis à part le fait que pour beaucoup d'enfants qui ne rentrent pas vraiment dans les cases, c'est souvent l'échec scolaire et derrière tout ce qui va avec, le sentiment d'exclusion, le syndrome de l'imposteur, et puis après juste des voies sans issue. Moi, c'est mon cas. Très tôt, on a voulu, dès mon premier redoublement, m'orienter vers une voie sans issue. C'était au lycée ? C'était au collège, dès la 4e. Et là, je dis souvent que j'ai eu 3 bonnes fées. Il y a eu les parents déjà pour me dire « Anthony, qu'est-ce que tu veux vraiment faire ?» Là, c'était un CAP cuisine. Et quand je dis sans issue, c'est qu'on ne réfléchit pas forcément à ce que vous avez envie de faire après, mais plutôt comment on vous extrait de la filière classique pour vous mettre en filière pro et in fine vous mettre très vite dans le monde du travail, ce qui peut être formidable. Il y a plein de gens qui ont fait des études professionnelles, CAP et plein d'autres et qui s'en sortent très bien. Mais quand c'est un moment un peu contraint, parce qu'on regarde vos résultats scolaires, on dit c'est pas fait pour vous, en fait, les études généralistes. Chose que j'ai un peu démontré à l'inverse, puisque après je suis rentré à la Sorbonne, donc la preuve que j'étais pas si bête que ça. Mais en tout cas, le système scolaire m'a laissé penser pendant au moins 10 ans que je rentrais pas dans les Et brièvement, petite aparté, comment elle s'est faite cette entrée à la Sorbonne? Juste parce que j'ai tenté le concours. Ouais. Les 3 bonnes fées, c'est les parents qui disent les études, ça va être important pour vous, pour toi, parce qu'il y a mon frère aussi. La deuxième, c'est le soutien scolaire de ma ville, maison de quartier, soutien scolaire tout à fait classique, mais où en fait je rencontre d'autres gens qui sont, dans mon cas, ou des étudiants aussi étrangers, c'était leur gagne-pain, et voilà, on s'est super bien entendu, ça a fité. Et le troisième, c'est des structures d'égalité des chances qui finalement m'ont ouvert leurs portes, ou des gens qui m'ont mentoré un peu de manière inconsciente en disant « Tiens, Anthony, tu devrais peut-être tester ci ou ça ». Et à un moment, à la Sorbonne, parce que c'est la dernière année d'études, même si je n'étais pas fait pour ça, où on se rend compte que mettre la Sorbonne sur le CV, ça peut changer quelque chose. Et je suis déterminant. Et je suis passé de plein de CV envoyés comme des bouteilles à la mer à quand on met la Sorbonne sur le CV, bizarrement en France, ça change quand même quelque chose. Et le déclic par rapport à Diversity Days, c'est 10 années de carrière un peu compliquées, mais où j'ai fini par occuper des postes à responsabilité. Et où avec Mounira, donc celle avec qui j'ai cofondé, on avait fait la même école, l'Institut national des télécommunications à Évry, qui s'appelle maintenant l'Institut Mines Télécom Business School, qui était la seule école de commerce à Évry, qui était quasiment gratuite à l'époque, et où on fait cette école-là, et on est les seuls du 91 quasiment. Et donc déjà, on se rend compte qu'on est dans une école avec un gros ADN tech, mais qu'on ne va pas être très nombreux à rentrer dans l'ascenseur social. Donc numérique plus ascenseur social a fait qu'on a occupé des belles responsabilités, qu'on a eu des jobs plutôt bien payés, on est tout de suite rentré sur le marché sans encombre. Et donc on s'est dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de personnes qui ont notre parcours dans cet écosystème-là? Des gens qui viennent de quartier, des personnes de première, deuxième génération d'immigrés, des noms à consonance étrangère, des personnes qui n'ont pas forcément que des bac+5, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça qu'est né Diversity Days.
sous cette impulsion. Et le secteur associatif, pour entrer dans le vif du sujet, présente souvent des contraintes bien à lui, comme le manque de financement par exemple, ou la gestion de bénévoles. Comment est-ce que vous arrivez à garder votre motivation et celle de vos équipes dans la durée ? C'est le plus difficile en fait, je dirais que souvent le parent pauvre de l'État, ce sont les structures associatives, alors qu'on le sait, il y a plus d'1 million d'associations en France. On passe plus de temps à prouver ce qu'on fait et à aller chercher des financements que parfois de faire notre première mission. Donc je dis souvent que je suis en mode braqueur, je mets le masque et je suis là pour aller chercher des sous pour pouvoir mener notre mission. Donc je le dis bien sûr avec de l'humour, mais c'est vrai que notre quotidien, c'est d'aller chercher des sous. Et malheureusement aujourd'hui dans les politiques publiques ou dans les politiques d'entreprise, trop souvent, je ne dis pas toutes, mais trop souvent, les boîtes émiettent un peu leur financement, donc mettent un petit ticket ici et là, et ce n'est pas structurant après pour la structure associative. Alors que pour des structures qui ont vraiment de l'impact, qui prouvent une forme de détermination à changer le quotidien des gens, on devrait systématiser des vraies politiques de soutien à ces dispositifs, parce qu'on est d'intérêt général, on aide des gens à retrouver du travail, à être remis en confiance. Et trop souvent, en fait, je trouve qu'il n'y a pas une vision très claire de ce qu'est l'insertion professionnelle ou l'impact social en France. Il y a un vrai travail de fond à faire là-dessus. Et donc, nous, associatifs, on est très utiles, mais on n'est pas très soutenus, pas trop soutenus. Mais en interne, comment est-ce que vous arrivez à fédérer ? Chez Diversity Days, moi, pendant 5 ans, c'est moi qui étais à la manœuvre, à aller frapper à toutes les portes, à essayer de convaincre que le projet avait du sens. Très vite, on a eu des partenaires un peu clés. Je pense à AXA, qui a une politique sociale assez puissante. Je pense à Google aussi, qui finance des projets à une branche philanthropique très présente, très puissante dans le monde. Je crois que c'est à hauteur de 250 millions d'euros dans le monde par an, donc ce qui est énorme. Et donc, c'est ce genre de partenaires qui sont venus s'arrimer, France Travail aussi, s'arrimer à nous. Et on a commencé tout petit, puis peu à peu, c'est un peu d'impact, ça fonctionne, on a un peu plus. Et aujourd'hui, j'ai une directrice du développement que j'ai embauchée, qui va avoir son premier alternant. Mais il m'a fallu 7 ans pour commencer à structurer un pôle qui est en charge de ce développement dans la structure. Est-ce que vous avez un ou des moments où vous vous êtes senti frustré par votre équipe, malgré vos efforts ou votre vision initiale, un moment où vous vous êtes demandé pourquoi ça ne fonctionne pas ? Des frustrations, il peut y en avoir tous les jours. Je ne suis pas un garçon très frustré, donc quand ça ne va pas ou ça ne marche pas, j'ai plutôt tendance à l'exprimer et à faire en sorte d'essayer d'encourager les gens d'aller vers ce vers quoi ils ont envie d'aller. Ça aide. D'embaucher des gens qui aiment leur travail ou qui savent pourquoi ils sont là. C'est peut-être la seule chance qu'on a dans l'associatif, même si on n'est pas très riche. On a quand même des gens qui viennent jamais par hasard. La recherche de sens, bien sûr. C'est le dénominateur commun. Ben oui, et puis en fait, c'est peut-être la force aussi de l'asso qu'on a créé avec Mounira il y a 8 ans, c'est d'avoir des gens qui se sentent concernés par les discriminations. Et donc, je dis souvent, nous, quand on commande un Uber Eats ou à manger, il y a la végane, il y a on prend cachère, en fait, c'est un dîner du monde. C'est pas très écologique, notre histoire. Non. Mais il n'y a pas qu'un seul livreur. Ce que je veux dire pour rire, c'est que j'ai décidé de créer une équipe qui soit à l'image de notre société. Et j'ai fait aussi des choix où, en fait, on n'est peut-être pas si nombreux, mais les salaires sont les mêmes que dans le privé. Enfin, j'ai fait des choix rationnels pour que les gens se sentent bien. Donc, ils ne sont pas frustrés, moi non plus. Peut-être qu'en grandissant, j'aurai ce type de frustration. Mais malgré tout, il peut y avoir des aléas, des couacs. Et vous diriez que la plupart du temps, c'est dû... donc là, dans le cas de l'associatif, peut-être pas un manque de cohésion, mais une mauvaise communication, des attentes irréalistes. Il peut y avoir en fait quelque chose qui est propre aux entreprises à impact ou aux entreprises sociales et solidaires. C'est ce qu'on appellerait la fatigue. En fait, souvent, c'est nos cœurs et notre tripes qu'on met sur le plateau parce qu'on défend en fait, le mieux vivre ensemble. On défend des gens qui ont envie de tout simplement prendre leur place dans leur société, qui vont être victimes aussi de discrimination. Et donc, moi, mon enjeu, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'essoufflement. Parce qu'au final, les gens vont déjà être très engagés naturellement parce qu'ils vont aimer leur mission ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi cette chose-là où, en fait, tous les jours, vous pouvez entendre des choses un peu dégueulasses. Il y a des gens qui viennent vous rapporter des histoires qu'ils ont vécues qui sont très très dures. Donc il suffit que vous soyez un peu une éponge pour que ça vous fatigue encore plus. Mais on parle peu de la fatigue mentale de l'entrepreneur social et des équipes qui constituent les boîtes de l'ESS. C'est un vrai sujet. Ça a été un peu documenté, mais on en parle peu. Et donc peut-être que moi, pas des frustrations, mais des choses auxquelles je suis extrêmement vigilante et qui sont un peu dans mon radar quotidiennement pour mes équipes. Et comment vous gérez justement quand ce genre de situation intervient? C'est de l'impro total? Non, du tout. Je sens aussi les gens et je leur dis, là, il faut que tu pars, coupe. Et il m'est arrivé du jour au lendemain de dire à quelqu'un,
on t'offre une semaine de vacances, coupe, là tu as besoin. Et c'est dur, parce que d'un coup, c'est le reste de l'équipe qui doit... Mais j'ai souvent reproché à l'entreprise privée de ne pas avoir un espèce de bouton rouge au milieu de la table où on appuie pour dire « là, je suis fatigué ». Je raconterai aussi une autre anecdote, mais j'ai une personne dans notre équipe, pareil, qui rencontrait certaines difficultés, à qui on a dit « écoute, coupe, c'est l'été, mets-toi en arrêt si besoin, mais prends ce temps-là pour toi ». Et je préfère 1000 fois quelqu'un d'engagé lui dire là, il faut que tu fasses une pause et on est prêt, on te fait confiance, on est ensemble. Mais je trouve qu'on ne se donne pas assez cette permission-là de se dire qu'on a aussi des passages de notre vie qui ne vont pas ou qu'on est surmené parce que on est pris par les émotions, par notre projet ou notre sujet. En fait, travailler dans le social, c'est jamais par hasard. Hein. Je pense à tous les travailleurs sociaux qui écouteront cet échange. Tous les jours, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on observe, ou les gens qu'on a envie d'aider, si nous, on n'a pas la niaque, si nous, on n'y croit pas, ou si on est fatigué, les gens, ils n'ont plus... C'est juste d'abord de s'écouter et de connaître ses limites. Exactement. Très bien dit, Alix. Et on entend souvent que les échecs nous enseignent les leçons les plus précieuses. Est-ce que déjà, vous trouvez que c'est galvaudé ou que, c'est un vrai sens? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous parler d'un échec dit productif en tant que manager? Eh bien, je pense que l'échec, déjà, il faut l'accepter, parce que je trouve toujours qu'il y a... Là, c'est un peu convenu ou galvaudé, c'est plutôt le côté, je ne suis pas sûr qu'on ait tous la même capacité à pouvoir échouer. À rebondir et à en faire quelque chose de bénéfique. Même l'idée de rebondir, c'est-à-dire, moi, je me suis toujours dit que je n'avais pas le droit d'échouer. Ma maman, dès que j'ai créé ma première start-up, m'a dit, en fait, on est à 1 000 € près. 1 000 € près. Oui. Donc là, c'est bien ton projet, mais si tu... T'as pas le choix. Si ça foire, c'est nous qui sommes dans l'embarras et on ne pourra pas t'aider. Donc déjà, ça conditionne, parce que ça met dans un rapport aux choses où en fait, il faudra que ça réussisse. Et tant mieux, ça s'appelle la détermination des gens qui partent de plus bas. Et je pense que j'ai connu ce truc-là aussi. Et ça m'aide parce qu'en fait, dans chaque chose que je réalise, je fais toujours très attention à ce que toutes les conditions du succès soient réunies. Ça ne veut pas dire que j'y arrive systématiquement, mais en tout cas, je trouve que ce rapport à l'échec, c'est un luxe. En fait, les gens qui vous disent à longueur de journée, oui, échouer, tomber 1000 fois, mais tomber où? Qui va vous rattraper? Parce que faut quelqu'un pour payer le loyer, les crédits, ou si les parents sont en difficulté, ou limite. Voilà. Donc ça, pour moi, ça me saoule un peu quand j'entends ça. Okay. Et la deuxième chose qui me paraît extrêmement importante à témoigner, c'est que c'est l'entourage. Moi, j'ai misé sur le collectif en tant que manager. La force de l'associatif, c'est le bénévolat. Il y a des milliers de gens qui ont apporté leur concours, etc. Et chaque instant, je décide jamais seul. Je m'entoure toujours de myriades de gens qui ne me ressemblent pas. Et je trouve qu'on est rentré dans une partition, en particulier dans le monde de la tech, dans lequel je navigue, où on trouve beaucoup de clonage. Et moi, mon logiciel est tout l'inverse. Je prends des gens qui ne me ressemblent pas, au sens sociologique, au sens compétence, au sens créativité. Et donc, je pense que la force d'une bonne équipe, on le dit souvent, c'est la diversité, etc. Mais non, la diversité des parcours, des compétences, des idéaux, etc. J'ai souvent dit, dans les sensibilités même politiques des gens qui m'entourent, évidemment, la structure que je pilote est apolitique, c'est-à-dire qu'elle porte des messages profondément politiques au sens société, mais elle ne porte pas un message politique au sens où on n'est pas encarté, on n'est pas politicien. Et j'ai eu des gens avec des sensibilités très différentes autour de moi, et c'est ce qui a créé aussi l'équilibre. Au sein même de Diversidays. Au sein même de Diversidays. Et je pense que c'est aussi ça, l'égalité des chances, c'est un sujet presque régalien, mais dans les faits, les bonnes idées peuvent venir de partout, parce que bon, s'il y avait eu un monopole des bonnes idées, le logiciel irait mieux, comme on dit. Et donc vous venez de nous dire que vous êtes plutôt sceptique quant à ce mythe de l'échec, qui en fait serait une leçon pour la vie. Ou un luxe. Pour autant, donc certains échecs, c'est ce que vous nous dites, restent tout simplement des échecs et sans nécessairement mener à une leçon ou une solution positive. Est-ce que vous avez dans ce cas un exemple, parce qu'ici on est dans le concret, dans l'anecdote, de moments où malgré tous vos efforts, rien n'a fonctionné comme prévu? Eh bien, je vais donner un exemple qui a duré presque 7 ans et qui s'est dénoué là. Il y a un grand acteur public qui ne nous a pas fait confiance dès le départ. Même, je pense qu'il y a eu des scènes très humiliantes où on m'a dit « Anthony, vous êtes un forceur. Anthony, vous n'avez pas la bonne attitude. Anthony, vous n'avez pas les bons codes. » Et c'est des moments où on se remet en question en se disant « Est-ce que j'ai bien fait ?» etc. Et la seule différence maintenant que je vois, j'appelle ça le cardio. Je dis en fait, qu'est-ce qui fait que sur la durée, 7 ans plus tard, quand il y a l'opportunité qu'il y ait la transfo, que la situation change, est-ce que vous êtes encore là?
Et j'ai l'impression que pendant les 7-8 dernières années, en créant cette structure où personne ne vous attend, hein, enfin, fondamentalement, en introduction, vous disiez on était pionnier, etc. 2017, pionnier, l'inclusion numérique, le sujet existait déjà. C'est juste qu'on a tenu 7-8 ans pour que le sujet devienne à la mode ou plus central. Il y a eu un grand réveil aussi après le Covid où les boîtes se sont dit mais c'est quoi le sens de notre engagement, quel impact, etc. Mais en fait, je dis c'est le cardio parce qu'à tout moment, vous pouvez disparaître de la partition, personne n'a rien vu, tout le monde s'en fout. Mais nous, on est encore là parce qu'on s'est pris quelques disques dans la tête. Mais donc, c'est un échec pour le coup. C'est quelque chose que vous avez transformé en quelque chose de moteur. Peut-être, mais à ce moment-là, c'est des financements qui sont déterminants pour une structure comme la nôtre et ça s'appelle un changement d'échelle. Et donc, on peut se dire, en fait, si j'ai pas ce financement-là, il n'y aura rien. Donc, on va trouver des moyens subalternes, on va se remettre en question, on va, je dis souvent, baisser la tête mais pas les yeux, parce que c'est une posture aussi. Je dis souvent aux gens, vous serez humiliés plein de fois dans votre parcours, ne baissez jamais les yeux. Baisser la tête s'il faut pour donner le sentiment que vous avez compris le message. Mais en tout cas, dans la posture managériale, c'est de se dire on lâche rien. Et surtout, les kilomètres vont être déterminants. Comment on arrive au point d'arrivée. Et là, on vient de parler de moments où on vous a dit que vous étiez un forceur, pas forcément à juste titre. Pour autant, est-ce que vous avez déjà commis une erreur vraiment embarrassante ou inattendue? Et ça, c'est acté, c'est sûr. On ne peut pas le relativiser, même une petite bourde en tant que manager. Alors, je ne sais pas si c'est en tant que manager ou en tant que personne qui porte un projet et dont on attend qu'il soit irréprochable. J'ai toujours, on en a parlé juste avant que ça commence, en disant le vous, le tu. Moi, je suis quelqu'un d'assez familier, donc je tutoie assez facilement. Et je dirais, j'ai la même faculté à m'adresser à ma boulangère qu'au président de la République. Ce sera Mais c'est un principe ou c'est juste naturel? C'est un principe. C'est naturel et un principe. D'accord. Parce qu'en fait, on se vaut tous. Le vouvoiement, c'est une marque aussi pour moi, pas que de respect, surtout c'est une marque de distance, alors qu'on peut se parler tout simplement. Et, voilà. Et j'ai tutoyé quelqu'un qui pensait en tout cas qu'il fallait que je vous voie, qui avait une position publique et qui m'a recadré. Et j'ai trouvé que c'était ça pouvait être humiliant et dur. Et donc je me dis, faut être très vigilant à cela aussi. Okay. En fait, lorsqu'on manage un projet à impact comme celui que je porte, chaque pas de côté, petite bourde, comme vous dites. C'est-à-dire qu'il y a de tels enjeux que parfois il faut savoir revenir sur ses principes et arrondir les angles. Il faut savoir manager le protocole, comme on dit. C'est bien dit. Le rôle de manager, on s'en doute, implique souvent des décisions difficiles. Vous avez déjà été confronté à un dilemme éthique, quelque chose qui vous a forcé à choisir entre vos valeurs et une décision nécessaire? Si j'avais à le faire, et là si on parle plutôt d'éthique, j'aurais pas de doute une seule seconde. On vit le plus grand procès de l'histoire de la masculinité ou du féminisme en ce moment avec l'affaire Gisèle Pelicot. Et je crois qu'en tant qu'homme, moi je suis une personne LGBT, mais en tant qu'homme hétéro, je crois que c'est encore plus important, c'est cette capacité à être inflexible sur toute forme d'humiliation, violence, qu'elle soit conjugale ou autre. Et je pense qu'il faut un cadre beaucoup plus dur en entreprise sur ça. La tolérance zéro par rapport à certains actes. Je ne dis pas qu'il faut tout réprimander. Il faut aussi parfois guider les gens, leur expliquer que ça, c'est pas bien. Cette petite remarque, en fait, c'est malvenu. Mais il y a un cadre législatif qu'il faut durcir parce que on voit dans cette affaire les dérives qu'il peut y avoir, des gens qui différencient le mot viol et viol, il y aurait viol et viol. Et en fait, l'entreprise est le dernier endroit où on se croise et on se parle, même si on n'est pas d'accord, parce qu'on travaille ensemble et on n'a pas le choix. Et donc, je me dis, en tant que manager, on a une responsabilité folle de poser un cadre aussi de déontologie très fort. Et donc ça, moi, j'y suis extrêmement, enfin, forcément, en tant qu'acteur impliqué sur ces sujets-là, je n'ai pas le choix que dans mon d'être exemplaire. Ben oui, dans mes pratiques managériales, etc. Après, nul n'est parfait, hein, et nul n'est maître dans son village. Donc, je pense qu'il y a aussi un sujet d'être à l'écoute. On peut être maladroit, on peut avoir des propos. Les seules fois où ça m'est arrivé, je suis tout de suite excusé, tout de suite fait très attention parce que parfois on a tapé là où ça pouvait faire mal. Je pense qu'il y a tellement un tas de minorités et de femmes qui ont entendu des choses dégueulasses dans leurs dernières entreprises que le moindre petit mot peut devenir aussi quelque chose de dire « Ah là, par contre », et dire « Ah mince, je me suis peut-être mal exprimé, peut-être que j'ai dit les mauvaises choses ». Je pense qu'il faut avoir une capacité aussi. Donc j'essaie de le faire. J'ai une équipe avec plus de femmes que d'hommes en plus, donc je suis très vigilant à cela. Et vous avez des temps dédiés justement à cette confidence de chacun sur quelque chose qui aurait pu le heurter Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place? Oui, bien sûr. Je pense qu'on est surtout une toute petite équipe, on est une vingtaine, et donc on se voit quand même très très régulièrement, donc on fait très attention à se parler, enfin
On se parle vraiment tous. Enfin, on est un peu dans le même navire, comme on est une structure en plein développement. Mais non, mais ça me fait réfléchir même à se dire, en fait, souvent, les cordonniers sont mal chaussés. Oui. Donc, ça veut dire qu'on lutte contre la discrimination, mais on peut être toujours... Non, je crois qu'il y a un esprit de camaraderie qui est plutôt chouette et que je vais essayer de conserver. Et comment ça passe par quel type de levier, d'outils justement que ces notions d'inclusion et de diversité qui sont au cœur de diversité s'appliquent, se traduisent au quotidien, au-delà des mots en fait? Bien sûr. Alors il y a énormément d'approches. La première déjà pour moi c'est celui de la formation, se former au biais inconscient et cognitif. Vous Alors nous non, nous on pratique ces formations-là, on les pratique au quotidien, oui. Donc je dirais qu'on est presque dans une absorption. Ça infuse. Oui, plus que jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aide les entreprises à adopter ces formations-là. Il y a plein d'outils qui existent. Je pense à l'outil Mixity, qui est un outil qui permet de mesurer aussi son empreinte de diversité, voir qu'est-ce qui est bien fait ou pas fait sur l'égalité salariale, sur les discriminations LGBT, etc. Se former. Il y a un outil qui s'appelle Remixed aussi, qui est assez incroyable sur ça pour se former à la lutte contre la discrimination. Et voilà, plein d'autres outils qui sont quand même, je pense aujourd'hui, une manière de mieux poser des objectifs sur cette stratégie-là. Parce qu'on parle souvent de stratégie de diversité et d'inclusion, on a le sentiment que c'est quelque chose un peu flottant comme ça. Il suffirait de faire une belle affiche. C'est intéressant comment on structure. Il y a toute une démarche, se former, mesurer, et surtout avoir un plan d'action ambitieux où à un moment on se fixe vraiment des objectifs sur la part de femmes dans l'entreprise, sur des rencontres qui permettent aussi de lever les tabous sur ces singularités, ces différences. Ça peut être des chouettes moments pour que les collaborateurs prennent conscience. Tiens, telle personne, je ne savais pas qu'elle avait un handicap invisible, j'ai peut-être été maladroit à certains moments. Voilà, enfin, c'est plein de choses à mettre en place. Et vous avez déjà pris une décision totalement à contre-courant de ce qu'on vous avait conseillé, une décision qui allait à l'encontre des règles, mais qui vous paraissait juste? Je pense que de manière générale, dans le mode de fonctionnement des associations, on a un mode de fonctionnement qui est assez traditionnel, où on attendrait que l'État vienne nous financer, vienne poser un espèce de gros billet. Et, voilà. Et moi, j'avoue qu'on a un peu disrupté toute cette mécanique-là en étant beaucoup plus dans une approche d'innovation sociale. Donc ça veut dire s'entourer d'entreprises qui vont réfléchir avec nous à comment on crée des programmes, prendre des gens aussi en interne qui n'ont pas toujours été dans le monde de l'innovation sociale, mais plutôt, ou du social, mais plutôt des gens qui viennent de différents secteurs. Donc réussir à faire rentrer du sang neuf dans notre écosystème pour pouvoir permettre aussi derrière de créer des nouveaux dispositifs. Et donc c'est un peu à contre-courant parce qu'on n'est pas beaucoup à vouloir prendre ce risque-là de se lancer à 100% dans le monde associatif qui n'est pas simple et puis où il n'y a pas de rentabilité. Donc je dis souvent qu'on fasse rentrer 1 ou 10 millions d'euros dans nos caisses, ça ne nous rend pas plus riches. Donc voilà, oui, l'idée même de l'association était globalement c'est ça. À contre-courant. Comment ? L'idée même de la création de l'association. Oui, la manière de le financer et de manager, on va dire aussi, un énorme pari. Le recrutement et nos choix tactiques. Une des missions clés de diversité, c'est de donner confiance à des talents souvent sous-représentés. Comment est-ce que vous faites pour les aider à surmonter le syndrome de l'imposteur, par exemple, à les pousser à révéler leur potentiel ? Je pense que le premier événement Diversity Days en 2017 qu'on avait imaginé avec Mounira, c'était vraiment de prendre des talents de la tech, des entrepreneurs, des personnes qui avaient fait des projets chouettes et de les mettre en lumière. Donc, très format TEDx pour ceux qui sont familiers du format. Donc c'était assez convenu, mais le fait même de leur donner la parole en ayant pris conscience, ou en ayant pris le soin de les sélectionner par rapport à leur parcours, où est-ce qu'ils avaient grandi, leur niveau de diplôme, etc. Déjà, il y avait un angle qui était maltraité. Et maltraité parce que la plupart des gens qui étaient considérés comme des minorités dans cet environnement-là, on ne les voyait pas. Et donc, ça a été un premier registre. Et ensuite, on s'est dit, s'il y a bien une mission phare qu'on a envie de donner à l'association, c'est le changement des représentations. Et donc, prendre des gens qui peuvent inspirer compte tenu de leur parcours, de leurs idées, même de leurs échecs ou de leur cheminement. Et depuis, en fait, l'association travaille énormément avec les médias, dont Bismart, des médias comme La Tribune, des grands médias économiques, pour se dire à toutes les occasions sont bonnes pour aller mettre en avant des rôles modèles qui changent les représentations. Parce que la partie, elle est gagnée à l'instant où, en fait, quand dans votre téléviseur ou quand vous ouvrez le journal, on vous parle d'un parcours qui transcende et qui, en plus, vous ressemble.
Et trop souvent, la télé n'a pas été à l'image de notre société. C'est des chiffres de l'ARCOM qui ont longtemps montré que les personnes de couleur étaient très, très absentes, etc., etc. Les personnes seniors, personnes en situation de handicap, c'est documenté depuis 15 ans, mais ça ne bouge pas. Et donc, c'est se dire comment on change ça et comment on apporte des outils. On a créé par exemple un annuaire des talents qui fait 350 pages avec plein de potentiel qu'on trouve partout dans les régions. Et on le distribue à des médias. Bismart était d'ailleurs partenaire. Et c'est bien parce qu'ils ont été invités sur des antennes, ils sont dans des papiers, mais il faudrait faire cette démarche en x100. Et pour en revenir au rôle de manager, ça peut être assez solitaire comme aventure. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez particulièrement seul ? Oui. Je crois que je me suis senti seul il n'y a pas très longtemps sur la partie adversité. Je trouve que plus votre voix porte et plus vous faites des choses à l'échelle nationale, plus en fait vous allez aussi vous exposer à des gens qui n'aiment pas forcément ce que vous faites ou qui trouvent le discours pas juste ou qui n'aiment pas. Voilà. Dès qu'on sort du milieu associatif et même plus, là on a vu avec Inox Tag qui a fait son ascension de l'Everest et qui se retrouve aussi avec une part de haters, de gens qui vont dire ça c'est nul, ça c'est convenu, ça c'était trop jeune. Donc en fait, être visible, c'est être nuisible aussi. Parce qu'à un moment, des gens vont se dire que vous... Mais donc ce rapport à l'adversité, moi j'ai appris à le gérer aussi avec le temps et comprendre aussi qu'un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui est accompagné. Ça peut être un psy, ça peut être un coach, ça peut être en fait tout un tas de professionnels qui sont là pour s'assurer que votre santé mentale n'est pas percutée quotidiennement. Moi je suis une éponge, hein. Je suis un garçon qui absorbe tout, les émotions des autres, leur tristesse. Et donc j'ai une hypersensibilité, je l'ai diagnostiquée il y a peu et ça me permet de mieux comprendre pourquoi à des moments... En tant que manager, ça doit demander une vraie régulation interne. Complètement. Et aussi de se dire, être accompagné ne veut pas dire être faible. Être accompagné... Et justement, vers qui vous vous tournez dans ces moments-là, ces moments de solitude ? Je ne suis pas souvent seul. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Il faut que je garde des moments de solitude. Souvent en équipe, il suffit de regarder mes comptes réseaux sociaux pour s'apercevoir. En tout cas, des personnes, un référent, un mentor, quelqu'un qui vous soutienne. Moi, je crois qu'il faut faire très attention en tant que manager à qui on se confie, auprès de qui sont les spécialistes qui vous accompagnent, des gens recommandés au sérieux, avec une déontologie. Et je pense qu'on parle rarement en fait, de la charge mentale de l'entrepreneur ou du manager. Et donc, se protéger soi, c'est protéger les autres aussi. Si vous allez bien, l'équipe ira bien. Enfin, je crois. On est finalement... on est des passeurs. Voilà. Et j'ai une phrase que... J'ai eu la chance de suivre un programme avec la Obama Foundation. J'ai eu cette opportunité de le rencontrer. Et il y a une phrase qui m'a transcendé. Il avait dit, un leader, c'est quelqu'un qui aide les autres à être meilleur. Et en fait, c'est aussi une posture managériale de se dire, en fait, je suis là pour faire monter des gens. Là, j'ai une fille dans mon équipe qui va être nommée dans le top 30, je ne peux rien révéler, mais top 30 économique. Teasing. Et je suis super fier d'elle parce que c'est une fille qui est arrivée sous le pied, elle en avait. Et pourtant, il y avait un déficit de confiance que j'ai décelé et qui était sans doute lié à son parcours, à peut-être des expériences pro. On y travaille toujours. Mais là, le fait qu'elle rentre dans les leaders et qu'elle soit sélectionnée dans ce classement-là et que j'y sois absolument pour rien, ça me rend extrêmement fier parce que je me dis, enfin le monde va la découvrir. Moi, j'ai eu la chance de voir cette personne vulnérable à ce moment-là et avec toutes ses qualités pour autant. Et donc, je me dis que le manager, il est aussi là pour mettre en confiance, pour pousser, pour faire émerger. Quitte à ce qu'elle me dise, Anthony, c'était cool, mais maintenant, je vais aller bosser chez quelqu'un d'autre. Merci Anthony, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet entretien. On termine sur cette belle histoire. Anthony Babkin, cofondateur de Diversity Days. Merci d'avoir participé à ce tout premier épisode de Manager, l'Odyssée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un deuxième épisode.